Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Repères de mémoire. Dans ces grandes tendances, le secteur tertiaire à Drummondville, dans la seconde partie du 20e siècle, suit à peu près l'évolution du secteur industriel et de l'emploi. Conséquemment, il en connaît les mêmes temps forts et est agité par les mêmes secousses. Mais, en tout état de cause, le développement des parcs industriels en direction ouest, vers l'autoroute 20, et l'implantation le long du boulevard Saint-Joseph de centres commerciaux vont en plus faire se développer une tendance lourde voulant que le pôle de gravité du commerce et des services se déplace lui aussi dans cette même direction. L'augmentation de la population va par ailleurs exercer de très fortes pressions sur tout le secteur des services, qui, pour répondre à la demande croissante, devra grandir lui aussi et se moderniser. Et enfin, la prise de conscience de l'importance qu'il y a d'attirer et de retenir à Drummondville les voyageurs de passage engendrera la recherche systématique à partir des années 60 du développement d'une infrastructure touristique. En lui greffant la mention de la chronique « La meilleure histoire, c'est la vôtre », nous avons maintenant tout le résumé de l'émission d'aujourd'hui. Il y aurait sans doute plusieurs façons d'amorcer les années 50 à Drummondville, mais pourquoi ne pas choisir un fait assez original, c'est-à-dire c'est la venue ici des Altesses royales en 1951, en novembre 51, c'est-à-dire la princesse Élisabeth et le prince Philippe, qui nous avaient rendu visite à l'occasion d'un voyage qu'ils faisaient au Canada. Ça avait été pour les gens de Drummondville l'occasion, bon, d'abord pour les élèves des écoles d'avoir un congé, ce qui n'était pas inappréciable, et pour les gens de Drummondville, bien quand même de voir d'assez près celle qui allait devenir la reine d'Angleterre. On avait installé une estrade près de la gare du Canadien national, et une foule évaluée à des milliers de personnes étaient venues, s'étaient massées pour rencontrer leurs Altesses royales. À la fin des années 50, à Drummondville, on pourrait développer une thématique qui s'intitulerait comme suit: fin des années 50, on démolit. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été démolies à Drummondville. En 1958, ça a été le conseil de comté qui va acheter le vieux bureau de poste, en fait le bureau de poste, le conseil de comté qui jusque-là siégeait dans le vieux bureau d'enregistrement, lequel bureau d'enregistrement que l'on sait être situé, qui était situé au coin des rues Marchand et Hériot, eh bien, on démolira le vieux bureau d'enregistrement en novembre 58, de même que quelques mois précédemment, on avait démoli le vieil hospice situé à l'intersection des rues Brock et Marchand. En 1960, je disais il y a quelques instants que le conseil de comté allait s'installer au bureau de poste. Eh bien, le bureau de poste sera démoli au début des années 60. Le bureau de poste qui nous sert, vous le savez, d'indicatif, c'est notre édifice fétiche, si on veut, de l'émission Repères de mémoire. Joli bureau de poste que d'aucuns regrettent aujourd'hui. On ose imaginer ce que ce pourrait être une place Saint-Frédéric, autour de laquelle on retrouverait encore, près de laquelle on retrouverait encore le bureau de poste. Le kiosque dans le parc Saint-Frédéric sera aussi démoli. On va couper les grands arbres qu'il y avait dans le parc Saint-Frédéric. On en plantera d'autres, bien sûr, après coup. Mais bon, ça ne remplacera jamais ces grands arbres. Au niveau des projets réussis, c'est-à-dire des choses qui ont vraiment bien tourné à Drummondville, il y a eu en 1962 l'ouverture du palais de justice dans l'édifice gouvernemental, nouveau lui aussi, au coin des boulevards Saint-Joseph et rue Marchand. Il y aura l'aréna, le centre civique, qui sera inauguré en 1963, dont on reparlera à une autre occasion. Il y a la bibliothèque municipale qui déménagera ses pénates dans l'ancien hôtel de ville Saint-Joseph. Quand je dis ancien hôtel de ville, c'est une façon de parler parce que cet hôtel de ville-là avait été construit quelques années auparavant. Et les redéménagera encore en 1983 pour aller s'installer dans ce que l'on connaît aujourd'hui être le Centre d'information documentaire Côme-Saint-Germain. Le centre Georges Frédéric va ouvrir ses portes, un centre qui était initialement prévu pour accueillir des
personnes âgées, en fait ce qu'on appelait communément un foyer, et qui finalement, de fil en aiguille, sera érigé, sera construit, mais ne sera à peu près jamais vraiment totalement consacré à ce qu'il devait être à l'origine. Beaucoup plus tard, en 1975, on construira le pavillon Lemire sur la rue Jean-de-Brébeuf, à Drummondville-Sud. De même que l'année suivante, le projet de pénitencier à Drummondville-Sud sera mis en branle et ouvrira ses portes en 1984 sous le nom d'établissement Drummond. Du côté des projets ratés, en 1963, il y a un projet formidable d'hôtel que le Canadien national met sur pied dans le but d'accueillir les visiteurs pour Expo 67. On s'était dit, bien sûr, il y a une masse de gens qui vont courir vers Montréal. Et donc, le CN avait lancé comme projet l'érection d'un hôtel, à peu près dans le stationnement actuel, à côté de la gare, l'érection d'un hôtel avec en sous-sol une gare de laquelle partiraient des trains rapides en direction d'Expo 67 de l'île Sainte-Hélène et ferait la navette plusieurs fois dans la journée. C'est un projet qui n'a évidemment jamais abouti. De sorte que quelques mois plus tard, le CN va offrir ses terrains à louer à qui il voudrait. Peut-être sur un mode plus léger, mais c'est parce que c'est toujours un projet qui est dans l'air. On voit apparaître un projet de sens unique des rues Hériote et Brock. Ce projet, un peu comme la grippe, revient pratiquement tous les ans. Il y a aussi un projet de l'érection d'un mail sur la rue Hériote, c'est-à-dire qu'on voulait ériger une toiture de verre dans une section de la rue Hériote. Encore là, ça n'a pas abouti. Il y a eu des essais de parking sur la rue Lindsay. On se demande un peu comment, mais effectivement, il y a quelqu'un qui s'était avisé que la rue Lindsay était tellement large qu'on pouvait, en plein centre, délimiter des espaces de parking. Ça a duré ce que durent les roses ou même pas la peinture qu'on avait mise sur l'asphalte pour délimiter les emplacements de stationnement. En ce qui concerne la venue à Drummondville des centres commerciaux, ça c'est toute une histoire, ça c'est toute une saga. Il y a d'abord les premiers centres commerciaux, le premier centre commercial qui va faire son apparition, c'est le centre qui va accueillir IGA et le magasin La Salle à Drummondville-Sud. Et la place Drummond qui sera inaugurée en 1964. Place Drummond, puis on le sait, est le long du boulevard Saint-Joseph, entre les voies, les anciennes voies là, du Canadien Pacifique d'un côté et celle toujours actuelle du Canadien national. Mais l'inauguration de la place Drummond ne se fera pas sans peine. C'est-à-dire que, quand je parlais de saga des centres commerciaux il y a quelques instants, c'est qu'il y aura à Drummondville une grande polémique concernant l'érection d'un centre commercial sur le boulevard Saint-Joseph. Une polémique qui va évidemment mettre en opposition les marchands déjà installés à Drummondville depuis nombre d'années et évidemment les tenants de l'ouverture d'un centre commercial. Certains vont sortir tout l'armement requis pour essayer de dissuader les gens de souscrire à un tel projet. On va même engager des avocats pour essayer de plaider la cause pour qu'un centre commercial ne s'installe pas au centre-ville. Mais, bon, ce sera peine perdue. En fait, il y aura différentes créations, par exemple, comme les marchands de Saint-Joseph vont créer une association dans le but de contrer le centre commercial. Donc, les centres commerciaux, bon, il y aura, après coup, d'autres centres commerciaux qui vont s'établir, dont, bien sûr, celui des Galeries Drummond, qui, lui, va s'établir carrément dans l'ouest de la ville, va suivre à ce moment-là le mouvement amorcé par les usines qui vont s'en aller dans le parc industriel, dans les deux parcs industriels de Drummondville. Et on le sait, c'est la partie ouest de Drummondville qui, à ce moment-là, va se développer. Et avec elle, ben, se développeront également les centres commerciaux. Il y aura d'ailleurs, dès 1975, des rumeurs de la construction d'un autre centre commercial dans la partie ouest de la ville, le long de l'autoroute 20. Rumeurs qui se confirmeront, qui se concrétiseront, on le sait très bien. Au centre de la ville, ce ne sera pas un centre commercial qui va être érigé, mais ce sera le gratte-ciel drummondvillois, peut-on plutôt parler de gratte-nuage drummondvillois, c'est-à-dire la place du centre, qui de ses 6 ou 7 étages va dominer la ville. Cette place du centre, qui sera inaugurée en octobre 1973 et qui trône au centre-ville depuis lors,
et qui est un édifice enfin, dont on peut être fier. Toutes ces réalisations font la preuve d'un certain dynamisme à Drummondville autour des années 1980. Mais il est un domaine qui, lui, va connaître un essor assez fantastique, tout le domaine touristique. Nous en parlerons en deuxième partie d'émission, mais auparavant, c'est le temps de présenter la chronique de Brenda-Lie Leblanc. Bonjour. À la meilleure histoire, c'est la vôtre cette semaine, des bonnes conditions de conservation. Lors de la dernière émission, nous avons vu qu'il est préférable de conserver les objets patrimoniaux loin des écarts de température et de l'humidité. Cette semaine, nous voyons les vêtements. Pour bien conserver des vêtements anciens, il est préférable de ne pas mettre de boulamite, la naphtaline, et non, ça peut être nocif pour les cuirs et les plastiques. Si vous voulez conserver ces vêtements, vous pouvez le faire dans des boîtes de carton ou des boîtes en polypropylène, mais concernant les boîtes en polypropylène dit plastique, il est important de bien envelopper les tissus afin que le tissu n'entre pas en contact avec le plastique, car le plastique peut altérer le tissu. Aussi, quand vous rangez les vêtements, il est préférable d'enlever les agrafes et les épingles. Et maintenant, la bonne conservation du papier et des livres. Eh bien, il faut toujours enlever les trombones et les attaches de métal afin qu'il n'y ait pas de rouille sur les livres ou les feuilles. Il faut aussi enlever le ruban adhésif, puisque la colle détruit le papier. Naturellement, il faut l'enlever quand cela ne nuit pas, ne menace pas la vie de l'objet. Alors, on peut ranger le papier et les livres dans des chemises sans acide, dans des boîtes sans acide. Un détail intéressant encore, la lumière, toujours la lumière, elle peut altérer les couleurs. Et ça, pour les vêtements et pour les papiers. Et maintenant, les photographies. Je suis sûre que de nombreuses personnes parmi vous ont des albums dits magnétiques, c'est-à-dire des albums où on peut coller la photographie dans l'album. Eh bien, il est préférable de ne pas mettre vos photographies dans ces albums, puisque la colle endommage la photographie, naturellement, à long terme. Il est préférable de mettre vos photos dans des pochettes transparentes, dans des cahiers à anneaux. Il est donc possible de les consulter et de les sortir de leur pochette pour en faire des reproductions. Si vous souhaitez écrire à l'arrière d'une photo, naturellement, il est préférable de ne pas le faire, mais si vous voulez le faire, on suggère de le faire avec un crayon de plomb, pas de stylo. Avec cette chronique, on a pu survoler très rapidement diverses techniques de conservation de l'histoire familiale, comme l'enquête orale, la recherche généalogique et la recherche historique. C'est la responsabilité des membres de votre famille d'assurer la sauvegarde de vos traditions, de vos objets familiaux. Ce sont ces objets qui font la mémoire de votre famille et c'est toutes ces mémoires ensemble qui font l'histoire de notre société. Il existe de nombreux volumes qui peuvent vous aider à faire ce travail, cette recherche de votre histoire familiale. Il y a même des volumes où vous avez juste à remplir les lignes. Maintenant, c'est à vous de jouer. La Chambre de commerce, qui, on le sait, est active dans tous les domaines concernant le commerce, va s'aviser à partir des années 60 de l'importance de développer l'infrastructure touristique à Drummondville. Bon, ce n'est un secret pour personne qui ont vécu cette époque. Il y avait à peu près rien à Drummondville dans le domaine touristique dans les années 40, 50. Et donc, la Chambre de commerce, dans les années 60, va commencer à beaucoup se préoccuper de tourisme, va mettre sur pied divers comités, sous-comités d'études, de recommandations, de tout ce qu'on voudra. Et ils auront beaucoup de succès, notamment dans le dossier de la Maison Trent et quelques années plus tard du village québécois d'antan. Drummondville n'avait pas de monument historique.
Le ministère des Travaux publics, qui venait de se porter acquéreur du Parc des Voltigeurs, de ce qui allait devenir le Parc des Voltigeurs, a remarqué une belle maison de pierre à l'intérieur datant des années 1837. Et il a été dans les intentions politiques de bien vouloir mettre en valeur cette maison. Conséquence, un comité a été formé ici de personnes de Drummondville faisant partie de l'ex-société historique. Et ce comité, sous l'égide de la Chambre de commerce, a vu à mettre en place une infrastructure permettant d'avoir les subventions en vue de la restauration du manoir Trennes, qui était déjà classé monument historique, mais malheureusement abandonné. La chose a été d'autant plus facile que c'était une nouvelle génération de ministres qu'on connaissait plus. Conséquence, l'idée du village a été lancée. Aux grandes dames du Parc des Voltigeurs qui a perdu une partie de ses terrains pour la création du village. Mais je crois qu'après 20 ans, là, on peut dire que le village a sa place dans la vie culturelle québécoise. Nous reviendrons subséquemment sur toute la question du village québécois d'antan, on s'en doute bien, tellement c'est une question importante. Mais rappelons quand même que ce comité est à l'origine du futur bureau de tourisme. Lorsque nous étions une trentaine de bénévoles autour de la table, aussi bien des personnes en histoire que des personnes en géographie ou en tourisme, différents projets ont été abordés et même on a soumis des projets en vue de valoriser Drummondville. C'est ainsi qu'est venu sur la table un musée des textiles, qu'est venu sur la table un musée de l'automobile, à partir des anciennes infrastructures de Téléglobe. C'est ainsi qu'est venu sur la table un musée des télécommunications. Mais aussi un autre projet qui est apparu sur la table, devant l'impossibilité de refaire les chutes Spicer puis de faire monter le niveau de l'eau. Nous avons même pensé à créer une montagne artificielle pour compenser l'absence d'attrait touristique. À partir de cette expérience du manoir Trennes, un comité a été formé en vue de voir à créer un village au Québec, la même chose qu'il existait en Ontario et au Nouveau-Brunswick, de même qu'en Alberta. Chacun a fait son bout de chemin. Nous sommes arrivés avec une petite brique d'aux environs de 400 pages que nous avons soumis au gouvernement. Et nous sommes arrivés avec ce projet à la même époque qu'un changement radical dans les politiques du Québec. En d'autres mots, le Parti québécois venait de prendre le pouvoir avec René Lévesque et c'était place au nationalisme. Donc, nous sommes tombés pile dans cette chose-là. C'est attendu qu'il y avait de la dynamisation qui avait été mise de l'avant par le comité Manoir Trennes et par le comité Village québécois. A continué à exister dans le cadre de la Chambre de commerce du comté de Drummond un comité qui avait déjà une vocation qui était une vocation touristique, c'est-à-dire qui s'occupait des kiosques touristiques, qui s'occupait de la distribution des dépliants, puis surtout qui faisait la route du Sud pour un très grand nombre de Québécois. Ceci a permis la création d'un bottin à la fois historique et touristique et la réapparition du bureau du tourisme dans les années 84. Le commissariat industriel et le commissariat touristique a été fusionné à Drummondville en 1987. Au tout début, en 87, les gens de la SDED, donc la Société de développement économique, la nouvelle entité formée, avait ses bureaux au coin des rues Saint-Joseph et Saint-Georges, donc dans l'édifice surprenant. Et depuis 1990, ils ont ensuite été au bureau d'information touristique actuel. Donc, l'Office du tourisme est ici depuis 1990. Et pour ce qui est de l'autre partie des gens qui travaillent à la Société de développement économique, qui s'appelle maintenant le CLD Drummond, depuis le début de 1998, ils se sont déménagés à l'incubateur industriel, donc juste de l'autre côté du stationnement ici à l'Office du tourisme. L'édifice ici est très fonctionnel. On a beaucoup de stationnement, on a beaucoup de salles de bain à l'intérieur, beaucoup de services, des tables de pique-nique à l'extérieur. On a même un nouvel outil à l'extérieur pour faire les vidanges des Winnebago, des tentes roulottes et des choses comme ça. On a des tables à langer dans les salles de bain pour changer des jeunes enfants et tout ça. Donc, on a beaucoup de choses ici. On a des machines distributrices, services de réservation pour les billets, tout ça. Donc, on peut aider grandement les touristes ici à s'arrêter ici. J'ajouterai que ce bureau de tourisme prouve tous les jours son utilité et qu'il peut faire valoir des statistiques fort éloquentes.
Oui, les statistiques ont été vraiment en évolution depuis le début, les tout débuts. On est passé d'à peu près 25 000 visiteurs dans les années, au début des années 80, à tout près de 40 000 maintenant aujourd'hui. Donc maintenant, depuis 2-3 ans, on tourne autour des 40 000 à chaque année. Et on s'attend même d'avoir un petit peu plus de plus en plus, compte tenu que les gens qui s'arrêtent ici maintenant le font de plus en plus pour visiter les attraits touristiques de Drummondville, ce qui était peu le cas auparavant. Donc auparavant, on avait surtout des questions, on avait beaucoup de gens qui venaient pendant le Mondial des cultures, donc on a tout le temps eu environ 15 000 personnes durant le mois de juillet. Et maintenant, c'est comme depuis la venue des légendes fantastiques, du cirque épognat et d'autres activités, il y en a eu plein d'autres aussi. Donc il y a beaucoup plus de gens qui viennent ici à notre bureau pour visiter nos propres choses. Donc il y a moins de questions pour des régions de Québec et Montréal comme on avait auparavant, compte tenu qu'on était près de l'autoroute 20 ici. Là. Le Bureau de tourisme s'est d'ailleurs lancé depuis quelques années dans le domaine des forfaits, et avec beaucoup de succès, semble-t-il. Oui, l'Office du tourisme, c'est nous qui avons commencé, ça avait été fait dans le passé avec des théâtres d'été, entre autres, et ça avait donné des résultats quand même assez bien. Et donc, à partir de 97, on a essayé, l'Office du tourisme, de mettre plus l'accent là-dedans. C'était devenu très populaire un peu partout au Québec, et nous, ici, on faisait figure un peu de parents pauvres. Donc, en 97, ça a commencé quand même assez, de façon quand même juste correcte. Et en 98, ben, la venue des légendes fantastiques a modifié énormément de choses. Donc, il y a beaucoup plus de touristes de l'extérieur qui viennent voir ce spectacle-là et qui passent beaucoup de temps dans la région, qui ajoutent des repas, des nuits dans les hôtels et tout ça. Et bon, comme on ajoute encore des activités, donc ça risque encore d'aller de mieux en mieux. Donc, les forfaits sont en évolution énormément depuis 3 ans. Quand on parle des années 80, comme tournant dans l'histoire de Drummondville, c'est-à-dire que les gens du milieu ont décidé de se prendre en main, eh bien, dans le cadre du tourisme, dans le cadre de la culture, ça a été tout à fait vrai avec le Festival mondial de folklore. En fait, le Festival mondial de folklore sera à la fois, bien sûr, un événement tout à fait extraordinaire, mais sans doute le déclencheur d'une fierté à Drummondville, où les Drummondvillois en avaient beaucoup besoin à la suite, on l'a dit précédemment, de toute cette question de déprime occasionnée par la mauvaise publicité des revues Crow ou l'Actualité ou quoi que ce soit. Donc le Festival mondial de folklore va arriver en 1981-82 et va mettre dans l'univers drummondvillois des éléments de dynamisme. Voyons un peu quelle a été l'origine du Festival mondial de folklore. Au moment où l'événement est né, en 82, il y avait 3 partenaires principaux qui ont uni leurs efforts pour donner naissance à la corporation du Festival mondial de folklore. Il s'agit donc de Maquina, du Carrefour socio-culturel à l'époque, mené justement par notre ami Michel Trudel, et d'un 3e intervenant qui est le Conseil canadien des arts populaires, qui est un organisme qui regroupait finalement les forces vives du monde de la danse folklorique et qui avait pour mandat de gérer les invitations internationales, donc de recruter les groupes folkloriques et de les amener à Drummondville. Au fil des années, le Carrefour socio-culturel a été démantelé, le Conseil canadien des arts populaires l'a été également, est resté toujours, et ce qui est toujours, il siège toujours au conseil d'administration du Mondial, les gens de Maquina, les 2 représentants de Maquina au sein de la corporation qui s'impliquent activement dans le fonctionnement des activités. Le Festival mondial de folklore ou mondial des cultures fêtera très bientôt ses 20 années d'existence. Il serait intéressant de savoir s'il n'y a pas eu, en cours de ces 20 années, quelques points tournants. C'est probablement le changement d'appellation. Le fait qu'on abandonne Festival mondial de folklore pour devenir Mondial des cultures de Drummondville. De Drummondville est important parce que l'événement appartient d'abord et avant tout à la communauté drummondvilloise, mais Mondial des cultures, ça se voulait une appellation plus marketing, si on veut. On est dans un marché où l'image ou le choix des mots, le politically correct est extrêmement important. Donc, Mondial des cultures, c'est un terme qui ratisse un peu plus large que folklore. Au Québec, dans les médias, quand on entend le terme folklore, on voit toujours les gens avoir une petite lèvre qui relève, là, un petit sourire là, qui fait toujours en sorte que, tiens, folklore, c'est une petite connotation un peu quétaine. Là. Alors que Mondial des cultures, même si dans le fond, l'événement à la base, là, ça reste l'essentiel de l'événement reste le même, nous, on se rend compte qu'au plan de la promotion, ça nous a beaucoup facilité la tâche. On s'est fait féliciter par beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie du tourisme pour dire, effectivement, le fait que vous ayez adopté Mondial des cultures, ça fait
baisser un certain nombre de barrières qui existaient quand on parlait de cet événement-là. Les gens disaient « Ah, folklore, moi, j'irai pas là. Non, je ne me tente pas d'aller voir les 7 carrés. » Alors que maintenant, Mondial des cultures, on a « Ah, mon Dieu, c'est intéressant, ça. C'est pas pareil. Là. Ça devient de la culture. » Nous reviendrons bien sûr dans une prochaine émission sur le Mondial des cultures. Pour l'instant, jetons un regard sur la dernière née des activités touristiques, les légendes fantastiques. C'est un peu accidentel. Normand Latourelle, qui est le concepteur du spectacle, avait déjà ébauché un projet un peu similaire à ce qu'on a développé ici à Drummondville, mais de façon plus particulière pour les chutes Montmorency. Alors, comme ça n'avait pas fonctionné là-bas, dans un concours de circonstances tout à fait fortuit, rencontre Pierre Parent, originaire de Drummondville, lors d'un dîner à Montréal. Et puis, c'est Pierre Parent qui lui a vendu l'idée à Normand Latourelle en lui disant ceci: si tu as besoin d'une armée de bénévoles, si tu as besoin de gens pour t'appuyer, je te donne des noms à Drummondville, puis c'est là la terre d'accueil qui va faire en sorte que tu vas pouvoir monter ton produit. Alors, on parle de discussions qui avaient lieu court à ce moment-là, en 1994. Par la suite, évidemment, quelques téléphones qui ont sonné à Drummondville, celui de Michel Trudel, qui était commissaire au tourisme, celui de Roland Janel, qui était à l'époque et qui est toujours directeur du centre culturel. Le mien a sonné également. Et rapidement, on a convoqué une rencontre avec les élus de la région pour regarder la faisabilité du projet. On a eu tout de suite un accueil très favorable et un encouragement à continuer à développer le projet, chose que nous avons faite là, entre 1994 et la première édition en 1998. Qui penserait aujourd'hui à s'opposer au principe même de l'implantation d'un centre commercial au centre-ville? Qui songerait à élaborer un projet de montagne, à installer comme ça, au milieu de nulle part, sans rien, sans même se préoccuper de l'impact écologique d'une telle décision ou d'un tel projet? Autre temps, autre mœurs. La semaine prochaine, notre émission s'intitule « Quand la religion était omniprésente ». Et ce sera là, encore une fois, l'occasion de voir jusqu'à quel point une société peut évoluer au cours d'un siècle. C'est un rendez-vous.